Bienvenue dans ce magazine, 26 minutes pour faire le tour de l'Île-de-France et y découvrir sa richesse culturelle. Des musées à visiter, des artistes passionnés, des métiers d'art, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons dans la maison de Rodin, le célèbre sculpteur. Pas au musée Rodin de Paris, mais à la Villa des Brillants, à Meudon dans les Hauts-de-Seine. L'artiste y passa les dernières années de sa vie. Nous irons à la rencontre d'un peintre valdoisien qui a créé son propre courant artistique, le maxi-réalisme. Dan Jacobson expose en ce moment au château d'Auvers-sur-Oise, une occasion d'aller découvrir ses œuvres. Gros plan dans cette édition sur la danse contemporaine, le chorégraphe Sylvain Prunenec et sa compagnie sont en résidence à Marne-et-Gondoire pendant 3 ans. Juste le temps de vous faire aimer cette discipline. Vous connaissez tous le musée Rodin à Paris, mais connaissez-vous celui de Meudon dans les Hauts-de-Seine? La maison où le célèbre sculpteur passa les dernières années de sa vie a été transformée en musée depuis 1948. Vous pouvez y découvrir l'esprit de l'atelier de Rodin et l'atmosphère de la demeure de l'artiste. De nombreux plâtres et épreuves y sont exposés. Dans les jardins, le fameux penseur trône sur la tombe du sculpteur. Christophe Rigaud nous propose une plongée dans le quotidien de l'artiste. Sur les hauteurs de Meudon, surplombant la Seine, une maison de style Louis XIII, la Villa des Brillants. C'est dans cette bâtisse que le sculpteur Auguste Rodin décida de passer les dernières années de sa vie, entre 1895 et 1917. Rodin y vécut avec sa compagne Rose Beuret jusqu'à sa mort. Il y travailla aussi, dans cet atelier jouxtant le salon et la salle à manger. À Meudon, c'est le Rodin intime que l'on vient découvrir. Dans la maison de Rodin, vous pouvez aujourd'hui découvrir encore ces espaces de vie, comme la salle à manger ou le salon, qui sont reconstitués comme à l'époque de Rodin. Et puis on voit aussi dans ce grand atelier ses collections d'antiques, puisque Rodin était aussi un très grand collectionneur d'antiques, et puis ses plâtres et tout ce qui est lié au travail, au cheminement du travail de l'artiste. Ça, vous pouvez le découvrir à Meudon. Pour comprendre ce qui a séduit Auguste Rodin à Meudon, il faut se rendre dans les jardins, avec cette vue imprenable sur Sèvres et le Mont Valérien. On voit même Paris dans le lointain. On pouvait voir de sa maison la Tour Eiffel, par exemple, qui était là depuis 1889. Et ce jardin, c'était aussi pour lui un jardin de sculpture. Non seulement les sculptures de Rodin, qu'il faisait photographier par exemple à la lumière de la lune par Steichen, mais aussi ses sculptures antiques, puisqu'il était un collectionneur boulimique d'antiques à cette époque. En 1900, une cinquantaine de personnes, des ouvriers, des mouleurs, travaillaient autour de Rodin. Manquant de place, le sculpteur fit remonter, à côté de sa villa, le pavillon de l'Alma, construit pour abriter sa première grande exposition rétrospective. Le pavillon de l'Alma a ensuite été démoli à la mort de Rodin pour être reconstruit en 1937. Il est devenu aujourd'hui un musée où sont exposés les plâtres de ses œuvres majeures. À Meudon, l'idée c'est de montrer en fait la pensée de Rodin en cours, et donc dans ce musée vous allez surtout trouver des plâtres et des terres cuites, c'est-à-dire les esquisses, les projets, toute la réflexion de Rodin autour de différentes œuvres. Il était d'usage de dire que Paris était plutôt le musée de l'œuvre achevée, avec les marbres et les bronzes, et Meudon, l'atelier, le musée atelier, où l'on pouvait voir tous les plâtres de Rodin. Dans le musée sont exposées les œuvres les plus marquantes de Rodin. Le sculpteur faisait réaliser une série d'épreuves en plâtre de chacune de ses sculptures et conservait ainsi une trace de toutes les étapes de sa création. Un bon moyen d'appréhender le cheminement de l'artiste. À Meudon, ce que vous pouvez découvrir et nulle part ailleurs, c'est cette version de la Porte de l'Enfer telle que Rodin a voulu l'exposer en 1900 lors de l'exposition monographique qu'il organise au pavillon de l'Alma. Et vous pouvez remarquer qu'elle est un peu différente par exemple de celle que vous verrez au musée d'Orsay, puisque Rodin a choisi de l'exposer sans les figures saillantes, avec simplement l'idée de la porte et l'architecture nue, sans les ajouts des figures saillantes. La Porte de l'Enfer, les bourgeois de Calais ou encore
cette statue de l'écrivain Balzac qui fit polémique en pleine affaire Dreyfus. Ce que vous découvrez ici aussi, c'est tout le travail préparatoire, toute la réflexion de Rodin pour arriver à cette étape finale qui en fait va même être refusée au Salon de 1898. Donc vous voyez le travail sur l'habit de Balzac avec ce moulage d'une robe de chambre pour essayer d'évoquer ce personnage gigantesque de Balzac. Vous voyez une autre version ici avec un manteau mais nu et encore une autre version complètement nue. C'est-à-dire ça montre la manière dont Rodin va travailler le corps de son modèle en l'explorant de toutes les manières. Pour terminer la visite, retour dans les jardins de la Villa des Brillants. Vous avez devant vous la tombe de Rodin, où il a été enterré en 1917 et où il repose aux côtés de sa femme Rose Beuret, qu'il avait épousée juste un an avant son décès. Et cette tombe est en effet surmontée par la statue du penseur. Au moment de la mort de Rodin, on va mettre un penseur en plâtre et puis un an après, on va faire fondre un penseur en bronze, évidemment, qui est beaucoup plus pérenne dans le temps qu'un plâtre. Pour ceux qui ont apprécié le musée Rodin de l'hôtel de Varennes à Paris, dédié à ses sculptures, une visite s'impose à Meudon. La Villa des Brillants et son musée offrent un intéressant contrepoint à l'œuvre de Rodin et permet de mieux découvrir l'intimité du sculpteur. Le musée Auguste Rodin de Meudon est désormais ouvert toute l'année au public. Comme tous les 2 ans, chaque mois de novembre depuis 1980, c'est le mois de la photo. Benoît Dehns est un photographe rueillois. Son exposition à visage humain s'achève ces jours-ci au Centre culturel Edmond Rostand de Rueil. L'artiste a choisi de mettre à l'honneur les seniors. Ces photos ressemblent à s'y méprendre à des tableaux. C'est un reportage de Patricia Larcher-Reverdy et Pascal Andrieux de Rueil TV. Je me vois les rides sur mon visage. On se regarde dans une glace, on ne se voit pas comme ça par rapport à une photo comme ça. On voit tous les défauts. Jean-Pierre Lepère n'imaginait pas avoir un jour son portrait accroché dans une exposition. Ce retraité a joué le rôle de modèle pour le photographe rueillois Benoît Dehns. Derrière son objectif, il a cherché à immortaliser les portraits de membres de l'association des jeunes pour les personnes âgées. C'est un projet que j'ai mis en place il y a environ 18 mois. Et en fait, il m'est venu d'une idée un petit peu simple, c'est-à-dire que je suis parti d'un article comme quoi j'avais lu qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient un petit peu d'isolement. Et d'un autre côté, j'avais lu un autre article et on parlait de réseaux sociaux et on disait qu'en l'espace de 2 clics, on pouvait se faire beaucoup d'amis. Donc en fait, j'ai pris ce contre-pied-là et j'ai voulu monter une exposition autour de ces personnes-là, dont on parle peu et donc on ne voit pas en fait. Pour réaliser son projet, Benoît Dehns a installé son studio pendant une manifestation de la JPA. En une après-midi, ce sont plusieurs dizaines de modèles qui ont défilé devant son objectif, parfois avec beaucoup d'impréhension. Comme je travaille avec un petit peu de matériel au départ, ils étaient un peu intrigués de voir tout ce matériel d'éclairage autour d'eux. Puis après, finalement, ils sont rentrés dans la danse, je dirais, et ils se sont prêtés vraiment au jeu de la séance photo. Il y a eu des gens qui sont prêtés au jeu de manière très ludique. Il y en a qui ont été beaucoup plus sceptiques, il y en a qui ont été réservés, il y en a qui ont eu peur également. Donc cette somme de sentiments peut se voir, enfin je l'espère, à travers cette exposition. Le traitement des clichés est particulièrement apprécié des modèles. On voit que c'est une photo, mais par rapport avec les lumières, on dirait des tableaux. Et c'est magnifique, parce que c'est vraiment même de près, on n'a pas l'impression que c'est une photo. Benoît Dehns planche d'ores et déjà sur un autre projet, des portraits de boxeurs avec le Boxing Club de Rueil.
Cette année, on fête le centenaire de la naissance d'un grand artiste musical, Woody Guthrie. Créateur du folk song moderne, il aura profondément inspiré toute une génération d'artistes, dont Bob Dylan et Bruce Springsteen. L'association Chroma Zebrock lui rend hommage avec une exposition itinérante. This Land is Your Land est consacrée à sa vie et à son œuvre. Elle a débuté en novembre en Seine-Saint-Denis à Bagnolet. Cédric Dandeville et Sylvain Poubelle de TVM Est Parisien nous y emmènent. Ce sont les 100 ans de Woody Guthrie. Donc cette exposition que nous avons vue à Berlin, qui a été faite par la Fondation Woody Guthrie, une association allemande amie, il nous a paru juste, légitime et intéressant de la faire tourner en France et de remettre un peu en mémoire ce personnage et ses chansons. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Woody Guthrie est une figure majeure de l'histoire des musiques populaires. Les musiques populaires nous intéressent, donc celle-là en particulier. Fondateur du folk song moderne, une personne qui a influencé le jeune Bob Dylan au point de lui donner envie de devenir chanteur et d'avoir une vie un peu aventureuse. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song. What a funny old world that's coming along. Franchement, Bob Dylan lui a tout pompé au début. Donc c'est plus qu'un PR, quoi. Après, Dylan a trouvé son propre truc, mais c'est l'influence majeure de Dylan au début. Cette exposition donc est installée à Bagnolet ce soir. Elle va aller au Blanc-Ménil, elle va être à Montreuil, et puis elle va aller à Villeurbanne, et elle va aller à Bagneux, et puis elle va aller dans beaucoup d'endroits en France où cette histoire musicale attire, où des jeunes ont envie de se renseigner sur ce bonhomme dont on retrouve la trace dans certaines chansons de Bob Dylan ou dans certains discours de Bruce Springsteen ou d'autres, mais dont on ne sait pas trop qui il est. Donc on va remettre tout ça en mouvement avec des concerts. On en a fait un nous-mêmes cet été à la Fête de l'Humanité avec Seb Martel et une pléiade de musiciens. On a fait un concert d'hommage à Woody Guthrie, mais qui était un hommage très vivant. Et donc des concerts vont accompagner cette exposition dans toute une série d'endroits. Guthrie a écrit les premières chansons folk marquantes aux États-Unis, dont le fameux This Land is Your Land, qui est un espèce d'hymne des marginaux de l'Amérique. Disons que c'est un héros populaire, connu mais marginal. Selon la Chambre des métiers, on compte 250 artisans d'art sur le département de l'Essonne. Des métiers très diversifiés qui relèvent autant du sens artistique de l'artisan que de sa maîtrise du geste et des techniques. Créer, transformer, restaurer ou conserver les objets d'art sont leurs mots d'ordre. L'ébéniste Fabrice Leblanc est installé dans la petite commune de Mépuy. Ce médecin des meubles d'art contribue jour après jour à faire revivre notre passé. Chaque meuble a son histoire. Il nous parle de sa passion au micro de Martine Guégan de Téléson. J'avais depuis tout petit un voisin ébéniste, ça m'a toujours un peu attiré comme métier, sauf que lui faisait que de la fabrication. Et moi j'aimais les choses anciennes, donc j'ai tout simplement en fin de troisième choisi une orientation sur un lycée professionnel où j'ai passé un CAP d'ébéniste, CAP d'ébéniste agenceur. Et par la suite j'ai refait une formation en apprentissage où j'ai travaillé dans un atelier de restauration de meubles. On apprend plus le métier en tant qu'apprenti en entreprise qu'à l'école. Parce qu'à l'école, on a des heures d'atelier par semaine au nombre de 16 heures, alors que quand on est en apprentissage, on est 35 heures chez un patron. Au pied de l'établi, toute la journée, on travaille, et donc on a forcément en pratique. J'ai de très bons souvenirs de mon apprentissage. J'étais dans un atelier à Agnières chez Monsieur Duplat qui était très gentil, déjà, et qui m'a montré son métier qu'il a appris lui de plusieurs générations. Ils ont toujours fait de la restauration et on avait la chance de travailler pour les monuments historiques. Donc on faisait énormément de beaux meubles
en marqueterie, même rustique, mais c'était des pièces assez prestigieuses. Quand on prend un meuble, j'essaye d'analyser déjà premièrement le meuble avant de commencer à travailler dessus, regarder les dégâts qu'il a subis, les mauvaises restaurations qu'il y a pu y avoir dessus, et puis essayer de restaurer le meuble en fonction de ce que l'ébéniste à l'époque a de la même vision que lui, quoi, travailler dans le même sens, c'est-à-dire que utiliser les mêmes techniques de découpe de bois, essayer d'utiliser les mêmes façons de travailler pour que le meuble soit restauré dans le même esprit que son fabricant. Faut pas se rater quand on restaure, ça c'est sûr. Déjà, nous en tant qu'ébénistes restaurateurs, on a un devoir de conservateur, je dirais. Donc on doit pas, nos mains ne doivent pas intervenir sur un meuble pour le détériorer. On doit faire que des restaurations réversibles. Maintenant, avoir un poids sur les épaules, il n'y a pas de raison que le meuble sorte de chez nous abîmé. On est censé remettre vie au meuble dans les règles de l'art. C'est sûr que le client, quand il nous donne un beau meuble à restaurer, il faut forcément qu'il ait confiance à son ébéniste. C'est un peu le médecin de famille, le médecin des meubles. Tous les objets qui vont rentrer chez moi à restaurer, il faut forcément que le client et moi aient un feeling qui passe. Et je ne restaurerai jamais un meuble à un client si on part de mauvaises bases. On va rentrer chez les clients, en plus on va rentrer dans leur mobilier, donc on a vraiment accès à toute leur vie, entre guillemets. Donc ça m'est déjà arrivé, moi, dans un secrétaire 19e, dans un tiroir secret, de trouver un petit mot d'amour, un rendez-vous interdit, quoi. Un monsieur qui invitait une dame en dehors de sa vie conjugale. Quand j'ai trouvé ce mot qu'on a gardé, et de trouver des choses forcément qui n'appartenaient pas à la cliente actuelle, mais qui a appartenu aux anciens propriétaires du meuble. Donc ça fait partie de l'histoire du meuble. Direction Guyancourt maintenant pour une exposition autour du cinéma qui s'intitule Screenplay. Elle présente une sélection d'œuvres d'artistes d'aujourd'hui qui jouent avec les codes du 7e art. On y parle du cinéma américain, d'Hitchcock à Twilight, en passant par Retour vers le futur. L'artiste francilienne Julie Daumont a spécialement créé une énorme fresque à la craie. C'est un sujet de Johanna Soudry et Patrick Jacques de Dixmude de TV Fil 78. Un titre anglais pour une exposition sur le cinéma, Screenplay, ou Comment jouer avec l'écran, un questionnement ludique sur le rapport au cinéma. L'expérience du spectateur aussi, c'est ce qui m'intéressait dans cette exposition-là, avec toujours un souci de diversité des champs et des pratiques artistiques, et forcément une prédominance pour l'art vidéo, puisqu'on parle de cinéma, on parle d'images en mouvement, mais on a aussi du dessin, on a aussi des maquettes, des objets, on a également de la photographie, on a des pièces sonores, des installations. 11 artistes internationaux voient leur création mise en lumière dans la salle d'exposition de Guyancourt. Parmi les œuvres, une fresque géante réalisée spécialement par la plasticienne Julie Daumont. Elle a réalisé pour cette exposition-là une grande fresque storyboardée de 4 mètres par 2,50 m de hauteur, où donc elle a passé une semaine à Guyancourt pour réaliser cette pièce qui va ensuite intégrer le fond d'œuvre de la ville. Un travail sur craie, spontané, l'artiste s'est laissé guider par l'inspiration qui lui venait en regardant des films. Des références cinématographiques incarnées par des dialogues, des dessins, des répliques pour rappeler James Bond, Retour vers le futur ou encore Terminator. L'exposition, loin d'être réservée aux cinéphiles, s'adresse à tous les publics. Elle parle de cinéma, mais de façon assez générale et avec des références qui peuvent parler à tous. C'est-à-dire qu'on va effectivement parler d'Hitchcock, mais on va aussi parler de Twilight. Ça fait des allers-retours, en tout cas des écarts de références dans le cinéma qui nous intéressent aussi parce que justement, le cinéma est peut-être un des champs artistiques qui cloisonne le moins. L'exposition Screenplay s'étend hors de la salle pour investir une partie de la bibliothèque universitaire à Guyancourt. La plasticienne Julie Daumont y présente des œuvres autour de la figure du héros dans le cinéma. Découverte maintenant d'un peintre insolite, Dan Jacobson. Il a créé son propre courant artistique. Son mouvement s'appelle le maxi-réalisme. Il magnifie la réalité. Ses expositions l'ont conduit d'Amiens à Hong Kong. Originaire du Val d'Oise, il a choisi de consacrer une série de tableaux à son département de cœur.
Il revisite les lieux les plus connus du Val d'Oise. Manon Beauvillain de VOTV est allée à sa rencontre au château d'Auvers-sur-Oise où l'artiste expose jusqu'au 9 décembre. Imagine le Val d'Oise, ou plutôt découvrons-le. Dan Jacobson, peintre contemporain, a conçu durant ces 6 dernières années une exposition et un livre qui mettent en scène les communes du département. Nourri d'histoires et d'anecdotes culturelles, l'homme nous livre les secrets du Val d'Oise dans ses œuvres décalées, riches en couleurs. Pourquoi je mets une nacelle? C'est un symbole, parce que je dis on a découvert le Val d'Oise en 1783. C'est dû à l'histoire Charles et Robert, des physiciens de l'époque. Un mois après les Montgolfiers, qui ont fait 1 kilomètre, en décembre 1983, Charles et Robert partent de Versailles, vont vouloir aller à l'Isle-Adam, voir les Contis n'étant pas là, ils ont continué et ils ont atterri à Nel-la-Vallée. Donc pour moi, le symbole, en 1783, on a découvert le Val d'Oise. Face à ce mélange du passé et du présent, à l'image de Pissarro peignant au pied des remparts actuels de Pontoise, Dan Jacobson endosse la veste de l'artiste historien. Les 12 colonnes de Cergy, le pont d'Argenteuil, le moulin de Sannois ou encore le pavillon chinois de l'Isle-Adam sont revisités, voire réinventés, en fonction de leur genèse. Une volonté des communes elles-mêmes, l'objectif, obtenir en un tableau une carte d'identité propre. Chaque commune a eu son identité. L'intérêt, c'était de faire un livre qui soit l'ambassadeur du Val d'Oise. Les gens, aussi bien du Val d'Oise, vont pouvoir retrouver chaque ville ou chaque site, mais différemment, et les comprendre et les connaître. C'était intéressant, c'est de travailler avec les différentes communes. Donc le Conseil général m'a aidé à rencontrer les maires de différentes communes du Val d'Oise, de leur exprimer l'intérêt de travailler, d'avoir une toile qui serait en plus après éditée, mais dans l'esprit de ma peinture, c'est-à-dire décalée dans le maxi-réalisme. Fondateur du mouvement maxi-réaliste, Dan Jacobson a pour principe de brouiller les perceptions habituelles pour en créer de nouvelles, conjuguant imagination et réel, faisant côtoyer 2 mondes qui ne se rencontreraient jamais. Le peintre s'inscrit dans la lignée de ces artistes valdoisiens qui ont eu de cesse de porter l'image de leur terre depuis l'impressionnisme. L'univers du maître de l'anachronisme s'expose au château d'Auvers-sur-Oise jusqu'au 9 décembre prochain. Aimez-vous la danse contemporaine? La communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire accueille en résidence un danseur contemporain et sa compagnie durant 3 ans. Pour créer, bien sûr, mais aussi pour vous rencontrer. Le chorégraphe francilien Sylvain Prunec n'a pas été choisi au hasard. Il aime partager sa passion. Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77 est allé à sa rencontre. La danse contemporaine, c'est comme on le dit parfois, un peu concept, en particulier pour les non-initiés. Donner quelques billes de compréhension nous permettrait-il d'apprécier davantage cette pratique? C'est donc le pari que fait Marne-et-Gondoire, en laissant pendant 3 ans les clés de ses salles de spectacle à un danseur, Sylvain Prunec. Revenons en arrière et tentons par exemple de comprendre ce qui se passe sur ce plateau. Contrairement aux apparences, ce n'est pas encore tout à fait un spectacle. Il y manque la lumière, la musique et les costumes. Précis de camouflage, ça s'appellera et ce sera destiné aux enfants. Le chorégraphe est parti d'une idée. Dans la nature, chez les animaux, le prédateur comme la proie se cachent pour s'observer mutuellement, un peu comme dans la vie. Qui de nous deux va manger l'autre? C'est donc un travail abstrait à partir d'une notion, se cacher. Une fois que vous savez ça, votre regard face à ces images est-il un peu différent? Il paraît qu'avec les enfants, ça marche en tout cas. L'abstraction, la plupart du temps, en fait, ça leur pose pas de problème. Je l'ai vu très souvent dans des ateliers que je fais, parce que bon, là j'ai commencé à en donner ici sur le territoire de Marne-et-Gondoire, mais avant j'ai travaillé pas mal avec des enfants et ça leur pose beaucoup moins de problèmes en fait. Pour apprécier la danse contemporaine, il faudrait alors retrouver son âme d'enfant. Une première piste. Mais comme Sylvain sait que ce n'est pas chose facile, il utilise volontiers une astuce, l'humour. C'est vrai, enfin, je me suis rendu compte de ça, que ça peut permettre à certaines personnes d'accéder en fait plus facilement
au travail. Sylvain Prunec et les 2 autres danseurs se sont par exemple inspirés de dessins animés burlesques comme Bip Bip et le Coyote pour monter cette séquence. Alors, est-ce que ça devient plus drôle ou plus clair peut-être? Quelques curieux ont décidé de trancher eux-mêmes et de franchir la porte des théâtres à l'occasion de rencontres comme celle récemment organisée à la courée de collégiens. Je pense que dans la mesure où il y a une certaine, parfois incompréhension vis-à-vis de la danse contemporaine, donc le fait d'avoir des explications préalables sur le travail qu'il a essayé de mettre en œuvre, je pense que c'est un très bon préambule. D'autres sont déjà conquis, mais c'est un peu normal, eux, ils pratiquent et se perdent sans doute moins quand Sylvain partage son expérience d'interprète. Comment, par exemple, évoquer en geste la formule « tomber dans un trou ». Ça pouvait être peut-être vraiment tomber dans un trou, mais ça pouvait aussi être pris de manière plus abstraite. J'avais décidé qu'un des mouvements dans lequel que j'étais en train de faire, en fait, il me ferait tomber dans un trou, en fait, mais dans une sorte de trou psychique. Je pouvais être pris, par exemple, là-dedans, et puis après, d'un seul coup, regarder mon bras en train de faire quelque chose et me demander qu'est-ce qui se passait dans mon propre corps, en fait, et d'essayer de comprendre comment j'allais pouvoir échapper en fait à cette chose-là. C'est intéressant de rencontrer en fait des danseurs, d'avoir justement leur point de vue, parce que pour moi la danse contemporaine c'est du ressenti. Toutes les limites que je peux avoir dans la vie réelle, j'ai envie de dire, en danse je me pose pas de questions en fait. J'y vais, je m'en fous, je tente, j'ose, je teste. C'est peut-être ça le secret pour aimer la danse contemporaine, s'y mettre et puis aussi ne pas chercher à tout comprendre et surtout lâcher prise. Des ateliers sont proposés, ils sont animés par Sylvain, il suffit de s'inscrire. Cette édition du Grand Paris Culture s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite la suite des programmes sur Télif.